Aujourd'hui, dans toute une histoire, l'histoire de Jordan. Il a perdu brutalement ses 2 parents dans le crash aérien de Sharm el-Sheikh. 33 touristes français ont trouvé la mort ce matin en Égypte. Vous êtes presque plus proche d'eux maintenant, j'ai l'impression. Depuis qu'ils sont partis, il se passe pas une journée sans que je pense à eux, alors que c'était pas forcément le cas quand ils étaient en On dit qu'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va, parfois. Et aussi l'histoire de Corinne. Ses parents sont décédés il y a 16 ans dans un accident de voiture et elle n'arrive pas à faire son deuil. Je sais, je suis consciente, j'ai été à l'enterrement, je les ai vus morts à la morgue, je sais qu'ils sont morts. Mais 16 ans après, j'ai du mal encore à accepter qu'ils soient plus là. Ou encore l'histoire de Mathieu. Depuis le décès de ses parents, il vit avec Stéphanie, sa sœur aînée. Je pense beaucoup à eux à Noël, parce que c'est vrai que c'est une fête qui se passe en famille. Et puis maintenant, il y a comme un vide. Et on n'est plus que 2, et puis... Bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous recevoir. Bienvenue dans Toute une histoire. Bonjour à tous. Perdre ses 2 parents est une épreuve que nous sommes tous malheureusement amenés à vivre un jour. C'est écrit, c'est dans l'ordre des choses, mais on a le temps pour s'y préparer, de composer avec sa peine, de se tourner vers les générations d'après. Malheureusement pour d'autres, cet événement fatal survient bien plus tôt dans la vie. Nos invités d'aujourd'hui sont ce qu'on appelle les orphelins. Et à l'approche de Noël, nous avons tous pour eux une pensée particulière. Comment gèrent-ils cette absence ? Comment faire face à une douleur à laquelle ils n'ont pas eu le temps de se préparer? Comment, tout simplement, se sont-ils construits sans leurs parents? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec, pour commencer, l'histoire de Jordan. Voici son histoire. Le 3 janvier 2004, il y a donc presque 3 ans, il est encore un tout jeune homme lorsqu'il perd ses parents, ses 2 parents, dans un crash aérien alors qu'il rentrait d'Égypte. Tout a changé dans sa vie depuis cet événement. Ce n'est plus le même homme. C'est même, tout simplement, à sa manière, devenu, du jour au lendemain, un homme. Il nous l'explique juste après ce reportage qui lui est consacré. C'est la dernière photo de papa et maman, juste avant qu'ils partent en Égypte. Donc c'était le dernier Noël, c'était Noël 2003. Et ils étaient censés rentrer le 3 janvier donc sur Paris. Madame, monsieur, bonsoir. 148 personnes, dont 133 touristes français, ont trouvé la mort ce matin en Égypte lors du crash d'un Boeing 737. L'avion s'est abîmé en mer Rouge juste après son décollage de l'aéroport de Sharm el-Sheikh. Il n'y a aucun survivant. C'est la première fois qu'autant de Français disparaissent dans un accident d'avion. C'est vers 18 h que les officiers de police et un adjoint au maire qui sont venus m'annoncer officiellement le décès de mes parents, quoi. On se retrouve comme ça, sans parents d'un coup, on perd les 2 en même temps. On se demande un petit peu comment les réactions qu'on va avoir et bon, tant que ça ne nous est pas arrivé, on ne sait pas comment on va réagir, quoi, en fait. Cette question, ses amis les plus proches se la sont également posées. À l'époque, Afid et Jérémy ont peur que Jordan finisse par craquer. Moi, comme je pense que je l'ai vécu de près, parce que, tu te rappelles, j'étais là vraiment vite, quoi. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai perdu mes moyens, parce que je savais pas trop quoi te dire et tout. Et moi, au fur et à mesure que les jours avançaient, je te voyais tenir pas tes larmes et tout ça, mais je sentais que tu te retenais face à nous et tout, et je me demandais si un jour ça allait péter, quoi. J'ai jamais fait un chagrin, je vais parler en temps, ça paraît idiot, mais j'ai jamais fait un chagrin de 10 minutes, quoi. Au bout de 5 minutes, j'avais fait ma petite crise de pleurs, et j'étais là, allez, c'est terminé, c'est comme ça, ça sert à rien de pleurer. C'est surtout sur le côté, ça sert à rien de pleurer, quoi. Même s'il y a des moments où tu pleures, parce que tu peux pas faire autrement et que c'est plus fort que toi. Et il faut arriver à passer au-dessus et apprendre et apprécier la vie. Et bon, le fait que j'ai des enfants et tout ça, maintenant, ça devient encore plus facile, quoi. Depuis le décès de ses parents il y a 3 ans, Jordan a eu 2 enfants avec Blandine, sa compagne. Ils ont décidé de fonder leur propre famille dès le lendemain de la catastrophe. Moi, j'ai vraiment eu le sentiment de quand même perdre un morceau de ma famille. Donc le fait de faire des enfants, un enfant pour commencer, permettait de reconstruire une famille derrière. Ouais, d'avoir un lien affectif. Et de ressentir un foyer, quelque chose où on rentre le soir et on se sent en famille, quoi, tout simplement. Ça comble un manque quelque part. Ça a comblé le manque de mes parents au niveau affectif. Les enfants nous permettent de combler et de ne pas penser à mes parents forcément dans le mauvais sens, en me rendant compte que j'ai aussi moi mes enfants maintenant à s'occuper et à prendre du bon temps avec ma famille et à être heureux, quoi. À l'image de son père, Jordan fait tout pour être un papa exemplaire. Ses 2 petits garçons, Milan et Andrea, sont sa priorité absolue. C'est grâce à eux que, malgré le drame, il a pu retrouver le sourire. Moi, au niveau de mon rôle de papa, c'est vrai que
Je m'inspire beaucoup du papa que j'ai eu et de la façon dont il était et du temps qu'il passait avec moi. Je me vois pas avoir une vie où je vois que mes enfants parce que on sait que ça peut s'arrêter très vite du jour au lendemain sur un accident, sur n'importe quoi. La vie peut s'arrêter donc tant que je suis là, je profite de mes enfants et de ma famille au maximum. Aujourd'hui, Jordan a fait son deuil. Pourtant, parfois, il ne peut s'empêcher d'imaginer ce que la vie aurait pu être si ses parents étaient toujours en vie. De Noël, ça c'est papa et maman quand ils étaient avec les enfants de ma sœur. C'est vrai que quand je vois ça, c'est sûr que j'ai des photos de mes parents avec mes petits-neveux, mais j'en ai pas avec mes enfants. C'est vrai que c'est un regret que j'ai. C'est sûr que quand il y a eu les accouchements et tout ça de Blandine, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'a manqué de ne pas pouvoir appeler mes parents, de leur dire de venir voir les petits. C'est évident que ça fait partie des moments où on ressent plus le manque qu'à d'autres moments, quoi. Jordan vit aujourd'hui dans la maison de ses parents, un lieu chargé de souvenirs dont il n'a pas pu se séparer. Donc là, en fait, voilà, c'est la maison de papa et maman, donc où j'ai grandi. Ça, c'est la chambre dans laquelle il dormait le soir, maintenant qui est occupée par ma femme et moi-même. Donc après, c'est des petits trucs. Moi, j'occupe la place qu'occupait mon père à cette époque et ma femme occupe la place de ma maman. Ça me permet quelque part de les faire continuer à vivre, quoi. Hein. Donc c'est pas prendre leur place, quoi, mais c'est quelque part essayer de continuer la façon qu'ils avaient un petit peu de vivre, de manière à entretenir un petit peu ça. Et j'ai toujours au fond de moi l'impression qu'ils continuent à vivre avec moi et qu'ils sont présents un petit peu tous les jours avec moi, quoi, tout simplement. Mais donc là, quand je descends chaque matin, j'ai la possibilité de voir mes parents. Ça me permet de leur dire bonjour déjà pour démarrer la journée. Et c'est super important pour moi d'être dans cette maison, de pouvoir les avoir avec moi, qui me surveillent, qui me regardent. Et ça permet d'avancer, tout simplement, et de continuer à aimer la vie et à vouloir faire des choses de sa vie. Ils sont pas trop présents dans votre vie, vos parents, Jordan. C'est très étonnant de voir que vous dormez à la place de votre papa. Moi, dire qu'ils sont trop présents, c'est quand même pas le cas, quoi. Ils sont plus là, donc on peut pas dire qu'ils sont trop présents. Maintenant, c'est vrai que ça nous permet de un petit peu continuer à les sentir, tout du moins avec moi, dans la mesure où je suis dans la maison familiale où j'ai été éduqué avec eux, donc c'est sûr qu'il y a plein de pièces et plein d'endroits de la maison qui me les rappellent, quoi, sans arrêt. Et puis je dirais que c'est plutôt bien que mal, quoi, parce que ça me permet justement de surmonter l'épreuve. Je comprends que ce soit réconfortant par moments, j'ai l'impression que ça peut être attristant aussi, parfois, parce que ça rappelle des souvenirs d'enfance. Pas forcément, parce que c'est, je dirais, dans la majorité des cas, des très bons souvenirs, donc ça me permet de garder une image super positive de mes parents. Moi, j'ai pas beaucoup à me forcer parce que bon, ils avaient une belle image. Enfin, ils dégageaient quelque chose de très positif. Donc à partir de là, ils sont beaux en plus comme tout sur les photos. Oui, c'est vrai. Ouais. Vraiment, c'est vrai. Et puis bon, j'en suis maintenant. Qu'on se rend compte un petit peu avec le temps. Je dirais que quand ils étaient vivants, je me rendais pas compte de l'importance que pouvaient avoir mes parents ou de la valeur de mes parents. Et puis c'est une fois qu'ils sont partis qu'on se dit, je me rends compte que j'avais des parents extraordinaires, quoi. Blandine, dormir à la place de votre belle-mère, c'est des émotions bizarres parfois? Non, du tout. C'est quelque chose qui se fait vraiment naturellement et non, du tout. Non, c'est un soutien plus que... Voilà. Je présente nos autres invités. Corinne, bonjour. Vous aviez tout juste 20 ans, vous aussi, quand vous avez perdu vos parents. Dans quelles circonstances? Vous avez perdu vos deux parents, vous aussi? Dans un accident de voiture, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils rentraient d'une soirée et ils se sont arrêtés sur le bas de la route, le côté de la route. Et je pense qu'ils devaient changer de conducteur et une voiture est arrivée, les a percutés. Alors qu'ils étaient juste derrière la voiture, voilà. en train de... Ils ont été pris en sandwich, en fait, la voiture. Et mon père est décédé tout de suite et ma mère quelques heures plus tard. Vous avez des enfants? Maintenant, oui, j'ai des enfants, oui, j'ai 3 enfants. On verra si ça vous aide à vous reconstruire. On discutera aussi avec nos invités qui ont eu des enfants très vite aussi après le décès de leurs parents. Je parle évidemment pour Jordan. Stéphanie, Mathieu, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Quel âge tu as, Mathieu, aujourd'hui? 15 ans. Quel âge tu avais quand tu as perdu ta maman? 6 ans. Et ton papa? L'année dernière, 14 ans. 14 ans? Oui. Comment tu te sens aujourd'hui? C'est difficile à gérer, puis
Il faut faire avec quand même. Oui. Ou sans. À côté, c'est qui alors? C'est ta grande sœur. Ta grande sœur ou ta petite maman? Les deux. Est-ce que tu as l'impression que tu as grandi beaucoup depuis que tu as perdu tes parents? Oui, ben, j'ai dû beaucoup m'adapter et apprendre à faire les choses tout seul. Tu nous raconteras toute ton histoire. Je te présente également Misiane qui est avec nous. Bonjour Misiane, où êtes-vous? Vous êtes là, pardon. Vous êtes la tante de Jordan. C'était un jeune homme différent d'aujourd'hui quand il a perdu ses parents, juste avant de perdre ses parents. Totalement, oui. Quel jeune homme était-il? Un très jeune homme, insouciant, inconscient, immature. Un jeune crétin. Rien que ça. Qui a changé du jour au lendemain? En 1 heure. C'est fou ça, non? Ouais. Vous aviez un pressentiment, Jordan? Oui, bon, un pressentiment déjà à partir du moment où je suis rentré au domicile de mes parents. Quand je suis rentré dans la maison, j'ai eu quelque chose un petit peu d'irréel, quoi, parce qu'il n'y a rien de concret à ce moment-là qui me faisait sentir qu'ils étaient partis parce que c'est monté, quoi. Je sentais que c'était fini, je les reverrais plus. Il y avait presque une odeur, alors que bon, il n'y avait pas d'odeur, mais j'avais quelque chose dans la maison qui me faisait sentir qu'ils n'y remettraient plus les pieds. Et très honnêtement, j'ai commencé concrètement, alors que bon, on n'avait pas encore l'annonce officielle, à m'y préparer. À faire votre travail de deuil. Voilà, j'ai commencé parce qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait que c'était fini, qu'ils n'étaient plus là. C'est cette transformation dont parle votre tante? Vous étiez un crétin 1 heure avant, d'après elle? Ouais, ça c'est peut-être les autres qui en parleront mieux que moi. Enfin, ce que je sais, c'est que, disons que là, je ne voyais pas la vie du tout de la même façon. Hein. J'étais encore justement un fils à papa et maman, donc j'avais... 25 ans. Voilà, j'avais 25 ans. Moi, j'étais quand même déjà en appartement avec ma femme. Bon, on était à 1 kilomètre, donc c'est une séparation qui s'est faite en douceur. Mais si vous voulez, j'étais vraiment un jeune qui pense plus à s'amuser qu'à réfléchir, à fonder un foyer, à trouver un travail stable et des choses comme ça, quoi. Combien de temps après la disparition de vos parents, il vous a demandé de faire un bébé? Le lendemain. Dès le lendemain, ça a été vraiment une... Voilà, de suite, il m'a dit, il faut absolument qu'on crée notre famille, qu'on fasse un enfant de suite. Ça vous a pas effrayé de voir qu'en 1 heure, il est devenu adulte et en 1 nuit, il est presque devenu père, ou en tout cas futur père? Non, ça ne m'a pas effrayé, mais c'est vrai que je me disais peut-être qu'il va y avoir un moment où il va craquer et ça ne va pas bien se passer. Comment quel regard vous portez sur la vie qu'ils ont choisi de vivre aujourd'hui? Avoir 2 enfants aussi vite, vous avez 2 enfants aujourd'hui, hein. Vivre exactement dans les mêmes conditions que les parents de Jordan, que votre frère? Pour moi, ils ont choisi la vie. Et alors après, moi, je ne peux que constater qu'ils sont heureux et que vraiment, je crois, ça va bien. Et que contrairement à... C'est vrai qu'il y a le tout psy qui laisse toujours un doute en disant oui, mais un jour... Attention au retour de manivelle. Voilà, attention au retour de manivelle. Écoutez, il y a la vie qui fait aussi les choses et des gens qui ont une approche naturellement heureuse. Et je crois que c'est leur cas. C'est quand même difficile à comprendre qu'un tel malheur puisse provoquer autant de bonheur. Aussi rapidement. Oui, c'est pas que c'est difficile à comprendre, si vous voulez. C'est que, effectivement, malgré ça, on s'en est servi un petit peu comme d'un stimulus ou pour rebondir, si vous voulez. Je me suis dit, bon, mais ils sont morts maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Comment va se faire ton futur? Il y a aussi quelque chose qui est très important et c'est là où je dirais que j'ai grandi, c'est qu'on apprend pas mal de choses avec ça, à savoir que on ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Déjà, c'est une première chose. Donc, entre guillemets, moi demain, je ne sais pas si je serai là, mais j'aurais déjà eu 2 enfants, j'aurais déjà eu ce bonheur-là. Donc j'essaye, si vous voulez... de profiter de la vie au maximum. Voilà, c'est vraiment mon état d'esprit, notre état d'esprit. Tout de suite. Exactement. Le premier bébé est arrivé combien de temps après la disparition de vos parents? Un an et 3 mois. Ouais. Et pour vous, Corinne? Pour moi, c'est... Oui, ma fille est arrivée 1 an et 1 jour après la mort de mes parents, ouais. C'est-à-dire que très vite, vous avez décidé aussi d'avoir un bébé? Oui. Pourquoi si vite? C'était une façon de tenir, de pas sombrer, parce que... Enfin, pour moi, c'était assez dur, hein. J'ai pensé vraiment au pire. C'était... À 20 ans, vous vous disiez toute seule sans vos parents que vous j'arriverais pas à surmonter, c'était pas possible. Des sœurs, des frères? Oui, j'ai 2 frères qui étaient mineurs à l'époque.
Vous étiez la plus âgée donc. Oui, donc forcément... Ça fait beaucoup de responsabilités d'un coup. Oui. Vous avez pris conseil auprès de vos proches avant de franchir le pas et d'avoir un bébé tout de suite? Disons que moi, oui, ça m'a été conseillé par mon médecin quand même, parce qu'il voyait vraiment que j'étais en perdition et il m'a dit si avec donc le père de mes enfants, avec Jean-Pierre, si tu penses que vous êtes sûrs l'un de l'autre. Avoir un bébé, c'est quelque chose voilà, de positif. Il dit ça peut être positif dans ton cas. Comment s'est passée votre grossesse? Relativement bien, on va dire, enfin avec des hauts et des bas, mais bon, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ouais. C'est après, par contre, l'accouchement, bon, c'était. C'est toujours le fait d'accoucher, de se dire que nos parents ne sont pas là. Bon, ma mère, en l'occurrence, quand même, on a toujours besoin de sa mère dans des moments comme ça, finalement. Et puis, bon, je l'ai appelée, elle n'est jamais venue, mais voilà, quoi. Vous avez pensé à elle pendant l'accouchement? Ouais. Stéphane Clerget, pédopsychiatre. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment vous réagissez au fait que ces deux jeunes adultes ont décidé d'avoir des enfants très très tôt après la mort de leurs parents? Quasiment normal. Immédiatement, quoi. Ça me paraît normal sur un plan psychologique. Je pense que la raison essentielle, c'est que quand on est enfant et qu'on est orphelin, et on est encore un enfant orphelin, même quand on a 25 ans, c'est insupportable. Et donc, devenir parent, d'une certaine manière, c'est ne plus être cet enfant orphelin. Ça, c'est une première explication. L'autre explication, c'est en devenant parent, d'une certaine manière, on représente nos parents absents. Donc, ça permet finalement de leur redonner un petit peu vie. Dans le cas de Jordan, c'est clair, c'est même assez surprenant. Oui, ça étonne parce qu'on n'est pas habitué à voir effectivement quelqu'un qui vit effectivement dans les lieux de ses parents. Cela dit, si on réfléchit un peu à l'histoire, c'est assez classique puisque jadis les fils aînés reprenaient la maison des parents, dormaient dans le lit des parents parce que les lits, on n'en changeait pas comme aujourd'hui tous les 5 ans, avaient même le nom du parent, du père, souvent le même prénom et le même métier. Donc c'est finalement une façon presque traditionnelle, moyenâgeuse de présenter le cycle de la vie. En tout cas, c'est effectivement un moyen sans doute aussi pour lui de supporter cette absence. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est la capacité d'adaptation de Blandine. Cette façon finalement de supporter que son mari... C'est l'amour, ça. Oui. Ah oui, mais... C'est vrai qu'elle a été courageuse et même, je veux dire, elle m'a énormément aidé dans l'appréhension de comment ça s'est passé derrière. Si vous voulez, elle a eu le côté soutien sans trop, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été non plus si vous voulez, à ça je trouve faire le mouchoir. Voilà, exactement. Et sans elle non plus à me dire, à me booster, elle a su avoir le juste milieu en me réconfortant quand elle avait lieu de me réconforter et en sachant être naturelle et comme elle était avant le décès quand il fallait être... protégée et encouragée. Voilà, protégée et encouragée, les deux. Pas toujours en même temps, j'imagine. Voilà. On a fait 2 très beaux enfants, donc tout va très bien. D'accord, vous avez une bonne note, Blandine. Vous êtes très bonne note. Vous donnez une bonne note à votre fiancé aussi? Oui, très très bonne note. Très bonne note. Corinne, parlons des prénoms de vos enfants. Comment s'appelle-t-il? Ma fille s'appelle Marlène, comme ma mère, et mon fils Théo, aussi comme mon père, un diminutif de mon père. Lorsqu'on perd ses deux parents subitement, est-ce qu'il faut vivre dans le souvenir? C'est une question qu'on se pose. Ou est-ce qu'au contraire, il faut tenter de construire sa propre vie pour peut-être se protéger de son chagrin et puis aussi trouver sa voie? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on n'oublie jamais et puis que nous, on n'a pas perdu nos parents en même temps. On a perdu notre maman, ça va faire 9 ans samedi, et notre papa, ça fera 1 an demain. C'est vrai qu'il y a un très très gros manque. Maintenant, C'est une toute petite fille quand vous parlez de ça. Hein? On reste un enfant quand on... Ça arrive que tu réconfortes ta grande sœur comme ça? Oui. Ouais, c'est assez... Ça a été très dur au début. Mais maintenant, on se soutient. Je vous laisse reprendre vos esprits. On va peut-être regarder ce reportage qu'on vous a consacré. Ça nous aidera d'abord à reprendre vos esprits. Et puis à mieux comprendre comment vous vivez tous les deux, mais vraiment tous les deux. Oui. Là, c'est Noël. Vous préparez Noël tous les deux? Oui, en fait, on va faire avec nos voisins qui sont des amis très proches. Oui. Vous vous interdisez d'avoir un fiancé aujourd'hui, d'avoir une vie amoureuse? Oui et non, dans le sens où c'est vrai que je consacre l'essentiel de mon énergie pour Mathieu, que j'essaye que ce soit au travail, de faire au mieux, puis même, c'est une vie qui change du tout au tout. Du jour au lendemain, Mathieu est rentré dans ma vie, même si on était très très proches avant, du jour au lendemain, tout change. Tout change et on met des priorités.
Et ses priorités, aujourd'hui c'est pour lui, c'était en priorité l'éducation, ne pas qu'il Elle est dure en éducation, j'ai l'impression. Plus dur que ton papa en tout cas. Oui. Plus dur pour les devoirs, plus dur pour les notes. La discipline. Voilà. Comment vous avez réagi en voyant que Jordan et Blandine ont choisi de prendre la place de leurs parents immédiatement, du jour au lendemain, que Jordan soit devenu, d'après sa tante, un homme en 1 heure? Moi, je lui tire mon chapeau sur le chagrin, il l'a, mais... Il ne le montre pas. Il ne le montre pas, oui. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas. C'est quelque chose... Bien que j'ai un très fort caractère, d'un autre côté, sur beaucoup de choses. Oui, et puis au boulot, vous êtes très active, avec très bons résultats. Vous faites quoi comme travail? Je suis conseillère en clientèle dans le domaine de l'assurance. Ah, il faut vendre, hein. Ouais. Bonne commerciale. Ça va. Ça va, elle rapporte de l'argent à la maison? Oui. Bon. Mathieu a tout juste 14 ans lorsqu'il se retrouve orphelin. Stéphanie, sa grande sœur, décide d'assumer, malgré sa grande douleur, la garde de son petit frère. Elle devient donc la tutrice légale. Comment se substitue-t-on à ses parents lorsqu'on a soi-même sa vie à construire? Voici l'histoire de Stéphanie et de Mathieu. Ça nous rappelle un petit peu quand on faisait Noël avec nos parents. Avant, on était tous ensemble, on était une grande famille. Et puis c'est vrai que... Et ben là, on arrive aux dates un peu fatidiques, puisqu'il y a le décès de maman le 6 décembre. Et puis ben là, l'année dernière, notre papa qui nous a quittés, donc le 9 décembre. Quand mon papa est parti, comme j'étais très proche de lui, heureusement qu'il y avait ma sœur qui pouvait aussi remplacer ma maman. Pour qu'elle puisse m'aider à vivre sans mon papa. Et je pense beaucoup à eux à Noël, parce que c'est vrai que c'est une fête qui se passe en famille. Et puis maintenant, il y a comme un vide. Et on n'est plus que 2, et puis... En 1997, Mathieu n'a que 6 ans lorsque sa maman se suicide. L'an dernier, son papa décède à son tour d'un cancer. L'enfant n'a que 14 ans, il est alors recueilli par Stéphanie, l'une de ses grandes sœurs. Stéphanie et Mathieu ont donc dû apprendre à vivre ensemble, et cela n'a pas été si facile pour l'adolescent. Enfant roi du temps de son papa, Mathieu a dû s'adapter aux règles fixées par sa grande sœur. Après, c'est toi qui fais la vaisselle, hein. Allez. Papa, je ne faisais même pas. Eh ben oui, mais là, le papa n'est plus là. La vie a changé, il faut t'adapter. Allez, tiens, je te donne un coup de main. Et on râle pas. Avant, j'étais quand même vraiment gâtée, puis j'ai pas l'habitude de faire toutes ces choses-là. C'est une nouvelle vie maintenant. Ouais. On n'a pas trop le choix. C'est important d'aider ma sœur, parce qu'elle travaille et puis elle n'a pas toujours le temps de tout faire non plus. Donc... Je me dis que si mes parents le voient, ils peuvent être fiers de lui. Stéphanie fait tout pour que son petit frère se sente bien dans sa nouvelle maison. Depuis plusieurs mois, elle économise sur son maigre salaire afin de lui offrir une nouvelle chambre. Ça t'aime bien? Ouais, il y en a à peu près pour 800 €, donc ça va pas être... Là, je peux pas. Là, tout de suite, je peux pas. Mais j'aimerais vraiment lui faire plaisir, donc j'essaye de travailler, de réussir, d'avoir des primes, mais bon, c'est pas toujours évident non plus. Et puis cette chambre, c'est vrai que j'aimerais vraiment lui payer, mais c'est comme tout, il faut faire attention, ça se calcule. Ça se calcule, c'est plus comme avant où je pouvais me permettre plus de choses. Depuis le décès de son père, Stéphanie a renoncé à sa vie de jeune femme pour se consacrer à l'éducation de son frère. Elle ne sort quasiment plus, sauf pour trouver du réconfort auprès de Christiane. Bien plus qu'une voisine, elle est devenue pour Stéphanie comme une seconde maman. Ça va, merci. T'as pris des responsabilités, c'est une chose. Mais bon, le reste, tu dois pas le négliger non plus, quoi. Dans ta vie de femme, elle n'est pas foutue pour autant, quoi. Dans 4-5 ans, Mathieu, il a 18-20 ans. Il va faire sa vie, la tienne, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu dois y penser depuis maintenant. C'est pas évident de trouver quelqu'un qui arrive à nous comprendre, que ce soit lui comme moi.
Le jour où il y en a un qui comprendra un petit peu notre situation, ce sera bien. Sinon, pour le moment, c'est bien comme c'est. Stéphanie ne veut donc rien entendre. Un an seulement après la mort de leur père, elle sait bien que Mathieu a toujours besoin d'elle à 100%. Cette collection de dames, c'est une collection que mon papa m'avait fait exprès pour moi. Et je la regarde presque tous les soirs. Et ça me rappelle tous les bons souvenirs que j'avais avec lui quand il était avec moi, ou quand on allait se promener, quand on jouait au foot, ou tous les bons moments que j'avais avec lui, quoi. Ça me manque parce qu'il est plus là, puis je peux plus faire tout ça. Puis il a encore quand même plein de choses à m'apprendre, et puis il n'est plus là pour ça. J'imagine, Jordan, que vous avez peut-être des choses à dire à ce tout jeune homme. Vous pouvez vous mettre à sa place. En tout cas, moi, je trouve qu'il fait ce qu'il a à faire. Hein. C'est-à-dire qu'il est quand même super fort, et que moi j'ai, entre guillemets, j'ai eu la chance que ça m'arrive quand même beaucoup plus tard. Et ça me serait arrivé à 15 ans. Je suis incapable de dire comment j'aurais réagi, parce que c'est quand même beaucoup plus jeune. Et moi, je trouve qu'il est très fort, et avec sa sœur, ils forment un couple super attachant et qui se bat. Donc alors, pas vraiment un couple, hein, Jordan. Hein. Oui, non, je précise surtout pour vous. Oui. Toi, tu es encore un peu jeune, Mathieu, mais pour vous, en tout cas. Comment vous gérez Noël, par exemple, là, qui se rapproche? Tous les deux, à la fois, vous avez envie d'en faire une grande fête, et à la fois, il manque quelqu'un. On n'a pas envie que ça soit un Noël malheureux. On sait qu'on aura nos moments de cafard. On a décoré la maison, l'extérieur, l'intérieur. Non, on ne se laissera pas aller. Je remercie nos invités qui doivent nous quitter maintenant, et puis on continue à parler de votre histoire dans un court instant. À tout de suite. Vous faites tout pour que votre enfant soit le meilleur. Votre père ou votre mère est votre coach. Vous en voulez à vos parents de vous avoir mis trop de pression. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, dans Toute une histoire, l'histoire de Sébastien, violé entre 12 et 16 ans par son professeur de collège. Je me laissais faire complètement. J'avais qu'une envie, c'était vite qu'il arrive à ses fins. Vous aviez quelle image de vous-même à l'époque? On est comme un tas de miettes qu'on n'arrête pas d'écraser et qu'on n'est rien. La plupart du temps, on est violé par son père, son patron, son mari, un vieux copain, son frère. Et ça, c'est la réalité. Comment vous avez vécu le moment présent? Très mal, j'avais plus de corps, ouais. J'étais un objet. On se servait, on faisait ce qu'on voulait avec et puis après on le jetait. Et aussi l'histoire de Samira. Violée dans un bois alors qu'elle faisait son jogging, elle a décidé de continuer à courir au même endroit pour retrouver son violeur. Le fait de savoir que d'autres filles pouvaient vivre la même chose, ça m'a mis vraiment en colère. Et au bout d'un an, vous l'avez trouvé? Voilà, au bout d'un an, je me retrouve nez à nez avec lui. Vous avez quel âge, vous, au moment du décès de votre maman, vous disiez? Moi, j'avais 24 ans. Et Mathieu, donc 6 ans. Vous avez une grande différence d'âge, tous les deux? Oui, disons que ça a été, on va dire, un accident, mais... Heureux? Oui, très heureux. Une petite surprise, plutôt, qu'un accident. Ouais. Voilà. Ouais. Mais non, les parents ne le regrettaient pas du tout. Au contraire, c'était une très, très grosse complicité. Alors, après le décès de ta maman, tu as vécu avec ton papa. Je tiens à dire que malgré toutes ces perturbations, aujourd'hui, tu es un très bon élève. Tu te débrouilles très bien. Il était en seconde, tu es, c'est ça? Oui. Et tu as de très bons résultats? Ça va, il s'en sort très bien. Ces années avec ton papa sont des bonnes années pour toi? Oui, de très bonnes. C'est vrai qu'on a vécu des moments encore difficiles à cause du décès de ma maman, mais on a essayé de tourner la page. Il te parlait de ce qui s'est passé? Du départ de ta maman? Vous arriviez à parler de ces choses un peu tristes, mais importantes? Non, il essayait d'éviter quand même le sujet. Il essayait de rendre la vie plus agréable, quoi. Voilà. Et après, quand ton papa est parti, qu'est-ce que vous vous êtes dit tous les deux? Comment vous avez choisi d'organiser votre vie? Mathieu est tout de suite venu chez moi. De toute façon, c'était un peu écrit déjà, parce que depuis le décès de notre maman, on était très proches.
Les décisions féminines, ça venait un peu de moi, de ma sœur aussi. Qu'est-ce que vous appelez décision féminine? On va dire plutôt le côté recadrage que mon papa n'avait pas. Donc vous placez l'autorité du côté de la femme, vous. Ben non, je passe pas l'autorité. Dans son cas, à lui c'était ça. Parce que mon papa, c'est vrai qu'il était très très souple avec lui. Mangeait à n'importe quelle heure, il commandait un peu ce qu'il voulait manger. Il aidait pas. Et avec vous, ça a tout changé, alors, visiblement. Il mange oui. ce que vous lui dites de manger. Oui, ça va. Il aide aux tâches ménagères. Oui. Maintenant. Il râle encore, mais il aide. Vous faites ça pour son bien ou vous faites ça parce que vous avez besoin de son aide? Ah non, pour son bien à lui. Je pense que... Enfin, c'est vrai que moi aussi, j'en ai besoin, parce que je travaille, mon organisation à moi a changé. On est deux maintenant, je pars du principe que on est dans la même galère, à nous de s'entraider, et quand on s'entraide, c'est à tout niveau. Mais je pense que pour lui, pour le futur, un jour, j'espère qu'il me dira merci, parce que j'espère vraiment que... Enfin, je fais de mon mieux et j'espère que ce sera positif pour lui. C'est votre petit frère, vous avez presque une génération d'écart, ou c'est presque votre fils? Parce qu'en fait, vous avez une grande sœur, ça aurait pu être votre grande sœur qui s'occupe de votre fils. C'est les deux, depuis tout petit. J'ai toujours emmené partout, je l'ai toujours trimballé, on peut le dire, je pense. Mais non, ça a toujours été... C'était naturel pour vous d'accueillir votre frère, votre presque fils, chez vous au moment de ce décès? C'était ton choix aussi, Mathieu? Oui. Pour le reportage, vous disiez que vous n'aviez pas de place pour un petit ami. Pas de place pour l'instant. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous changez d'état d'esprit. Oui, parce que là, on arrive un peu au bout du tunnel, en fait. Ça y est, ça roule, j'ai confiance en lui, je peux le laisser seul à la maison. Lui, il a confiance en lui. Il peut rester seul à la maison, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois en arrière. C'était un peu un scotch. Mais il m'étouffait, il faut dire ce qu'il est. Oui. Et donc, je ne me voyais pas. Lui m'étouffer, avoir quelqu'un en plus à côté, c'était pas possible. C'était pas possible. Là, maintenant, non. Et quelqu'un, ça peut soulager. Vous savez, ça, Stéphanie, c'est pas forcément une charge en plus. Il ne faut pas prendre tous les malheurs du monde sur vos genoux. Oui, mais je suis un peu comme ça, c'est ça le problème. Ouais. C'est ça, donc... Ouais, j'ai aussi l'impression que j'en donne plus que j'en reçois. Il arrive un moment où on se dit, je donne à qui a besoin, l'essentiel. Et puis... Oui, et puis la vie, c'est donnant-donnant. Il faut que vous trouviez quelqu'un qui vous en donne autant que vous lui donniez. Donc ça, on verra. Mathieu, qu'est-ce que tu penses de l'idée que ta sœur ait un fiancé? Moi, maintenant, ça ne me dérange pas. C'est vrai que maintenant, il faut quand même qu'elle fasse sa vie et c'est quand même important pour elle. Tu lui donnes l'autorisation de sortir? Jusqu'à quelle heure? Elle peut sortir le soir? Oui, elle peut sortir le soir. C'est gentil. Vous, Corinne, vous avez craqué plus d'une fois depuis ce jour d'octobre 1990. Vos parents donc, sont morts les deux concomitamment dans un accident de voiture, 16 ans après les faits. Et vous avez encore du mal à accepter cette triste réalité. Vous aussi, vous êtes devenue maman. Et j'imagine que vous avez un regard sur cette éducation très particulière entre Stéphanie et Mathieu. Donc c'est ici que ça s'est passé, à cet endroit précis. Voilà. Ça m'est difficile d'y aller, mais au fond de moi, j'ai envie de pas. Il faut que j'y aille. Le 28 octobre 1990, les parents de Corinne trouvent la mort dans un terrible accident de la route. Régulièrement, la jeune femme revient sur le lieu du drame. Donc mes parents étaient garés ici, cet endroit-là à peu près, même un peu plus loin, à peu près ici. Une voiture est arrivée, c'était la nuit, il était 2h15 du matin. Elle a percuté mes parents, elle les a pris en sandwich entre la voiture. Mon père s'est retrouvé à peu près à ce niveau ici, mort sur le coup. Ma mère était, d'après ce que j'ai su, dans le fossé. La voiture de mes parents a été projetée sur ce poteau. Me dire que leur vie s'est arrêtée ici, alors qu'on avait encore besoin d'eux.
16 ans après la tragédie, Corinne n'a toujours pas fait son deuil. Aujourd'hui, mariée et mère de 3 enfants, elle évite de partager sa tristesse avec sa famille. Ma peine, je la vis toute seule. Oui, je la subis, je la vis. Mais quand j'étais bas, c'est... je veux parler. Je veux pas qu'on me parle. Ou je veux rien. Je veux qu'on me laisse. On me laisse dans ma peine, qu'on... Mais des fois, oui, j'ai envie de fuir la réalité, j'ai envie de m'évader, ou de faire une cure de sommeil, de ne plus penser à rien, d'avoir l'esprit libre. J'y pense tout le temps. Le matin, je me lève, je pense à eux, je me couche, je pense à eux. Dans la journée, j'ai toujours une pensée pour mes parents tout au long de la journée, tous les jours de l'année, tout le temps, quoi. En voulant préserver sa famille, Corinne ne s'est pas rendue compte qu'elle privait ses enfants d'informations sur son passé. Seul moyen pour eux de savoir qui étaient leurs grands-parents, les photos et vidéos familiales. On sait qu'ils sont morts dans un accident de voiture, mais on ne sait pas les détails. Comment ça s'est passé, où, on ne sait même pas où. À chaque anniversaire de la mort de ses parents, Corinne entre dans une période de grande déprime. Son mari Bruno tente tant bien que mal de la consoler. C'est toujours la même époque de toute façon. Je pense que quand on arrive au septembre, octobre, novembre, voire décembre, c'est toujours pour toi un petit moment, je pense, qui est assez dur. Je sais, je suis consciente, j'ai été à l'enterrement, je les ai vus morts à la morgue, je sais qu'ils sont morts. Mais c'est l'accepter, c'est ça. Tu vois, 16 ans après, j'ai du mal encore à accepter qu'ils ne soient plus là. Ils sont fiers de leur prénom, le fait de porter le prénom de votre mère et de votre père. Ils sont grands aujourd'hui. Hein. Ouais, enfin, fiers... Oui, enfin, j'ai appris que ma fille était fière, là, dernièrement, mais qu'elle trouvait que c'était un vieux prénom. Et Théo, lui, c'est... Ouais, c'est bien, ça me dérange pas. Oui, c'est pas... Ils font pas forcément le lien... Oui, ils posent des questions sur leurs grands-parents, sur vos parents, sur ce qui vous est arrivé? Dernièrement, là, ils m'en ont posé. Depuis le reportage, ils m'en ont posé beaucoup. Et enfin, moi, je ne me rendais pas compte qu'ils avaient besoin de tout connaître, en fait. Connaître les détails sur le lieu, le jour, enfin tout. Ils voulaient tout savoir, en fait. Et avant ça, vous n'en avez pas parlé vraiment? Non. Quel âge ont-ils? Je survolais les choses, en fait. Marlène a 15 ans et Théo, il a 13 ans. Stéphane, vous pensez qu'il faut tout dire aux enfants? Enfin, les enfants savent pratiquement tout, comprennent quand on leur ment en tout cas. Il faut être extrêmement précis dans toutes les circonstances. Pas forcément, non, je crois qu'il faut leur dire ce qui les concerne et puis après on peut attendre leurs questions. Mais là je pense que ce qui se passait peut-être, c'est qu'ils sentaient bien que vos parents étaient très présents finalement en vous, mais à la fois c'était un espace auquel ils n'avaient pas accès. Et je pense que la difficulté, elle était peut-être là. Oui, parce que je vois mon fils, il me dit... j'ai envie de te poser des questions, mais j'ose pas parce que j'ai peur de te faire de la peine. Oui. Donc c'est aussi un moyen de vous connaître aussi complètement, c'est-à-dire de connaître aussi la petite fille que vous étiez, c'est-à-dire la fille de vos parents. Et cet espace-là, évidemment, ça les intéresse puisqu'ils vous aiment. Bah oui. J'ai l'impression que vous avez eu du mal à faire votre travail de deuil, peut-être parce que vous êtes resté sur la limite, c'est-à-dire pas vraiment accepter qu'ils soient partis, continuer à vouloir les faire vivre. Non, enfin, c'est pas vraiment... J'ai pas l'impression de vouloir continuer à les faire vivre, mais c'est plutôt le sentiment, bon, l'accident, la façon dont ça s'est passé, le fait que la personne responsable, en fait, il n'ait rien eu, quoi, n'ait pas été jugé, tout ça. Bon, nous, on était jeunes aussi, donc on n'a été pas forcément bien... 20 ans pour vous. Hein. Voilà. On n'a pas forcément été bien suivis, enfin, bien épaulés, bien conseillés par les bonnes personnes. Mais... je pourrais pas exprimer. J'ai l'impression que vous êtes en train de tourner une page là aujourd'hui, en ce moment. Ouais, là oui, j'ai l'impression. C'est vrai que moi, j'ai le sentiment que même là, depuis que j'ai fait le reportage, il y a plein de choses que j'ai évacuées, que je gardais au fond de moi finalement. Qu'est-ce que vous pensez, Stéphanie? Tout à fait d'accord. En fait, ce reportage, j'ai l'impression que ça nous aide à avancer. À faire un point vraiment en profondeur sur ce qui vous est arrivé. Ça, et de dire des choses qu'on n'a jamais dit avant, je pense. Par exemple. Aussi.
Ce qui s'est passé pour vous, oui, Corinne. Et vous, Stéphanie, qu'est-ce que vous avez dit à l'occasion de ce reportage dont vous n'aviez pas parlé avec Mathieu? Il vous regarde comme ça, Mathieu. Non, mais avouer ses faiblesses déjà. Je pense que c'est aussi important que les autres y comprennent qu'on a un pilier. Enfin, moi, je suis un pilier pour Mathieu, mais qu'on est dans le même cas, on a perdu nos parents. Et que peu importe l'âge, la douleur, je pense qu'elle est toujours là, qu'elle est la même. Par contre, il y a un point sur lequel je voudrais revenir par rapport à Corinne, c'est qu'il faut en parler. Le fait d'en parler, ça nous libère. J'en suis convaincue, ça nous libère. Il ne faut pas en faire un sujet tabou. C'est comme ça, c'est pas autrement. Il ne faut pas en faire un sujet tabou. Il ne faut pas refuser ce qui s'est passé. Vous dites c'est comme ça, c'est pas autrement. Non. Françoise, comme tous nos invités d'aujourd'hui, vous êtes orpheline. Vous aviez 6 ans lors du suicide de votre père. Et puis à la même époque, vous êtes toute jeune, vous apprenez que votre maman souffre d'une grave maladie respiratoire. C'est assez confus ou c'est aussi précis que dans la tête de Mathieu, qui avait le même âge que vous au moment où il a perdu sa maman? Non, c'est pas du tout confus. C'est surtout, comment dire... Mon père, quand il est décédé, donc j'avais même que 5 ans et demi, donc je savais quand même qu'il était plus ou moins malade, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes à la suite de la guerre d'Algérie. Voilà. Il faisait des crises avec des comportements particuliers? Il était épileptique, et à la suite de ces crises d'épilepsie, il y a des moments de confusion à la suite des crises d'épilepsie, et lui pensait encore être là-bas. Et pour lui, c'était une terreur. Et vous vous souvenez de tout ça, précisément? J'ai des souvenirs confus de mon papa, mais j'ai des moments où j'allais chercher le pain avec lui, des petits souvenirs comme ça. Ma maman est tombée malade à peu près quelques temps auparavant, avant qu'il décède, puisqu'il s'est suicidé à la suite de leur séparation. Maman avait très très peur de ces crises que mon père subissait. Peur pour sa propre santé, pour sa propre sécurité? Pour sa propre sécurité, parce que comme elle est tombée malade, elle n'arrivait plus à gérer ces crises et a demandé donc la séparation, ce que mon père n'a absolument pas supporté. Comment elle vous a dit, votre maman, que votre père était mort? Ouais. Elle m'a dit qu'il était parti en voyage, elle ne m'a jamais dit qu'il était décédé. C'est vrai que j'avais 5 ans et demi, je me revois tout à fait dans la salle à manger. Et dans ma petite tête, je m'en souviens encore, pour moi, on me racontait des histoires. Je savais qu'il était parti. J'avais demandé d'ailleurs, est-ce qu'il va revenir? On m'a dit, non, il ne pourra pas revenir. Et je me suis dit, je sais, il est parti, il est au ciel. Est-ce que vous aviez conscience ensuite, quand votre maman est tombée malade, que votre maman aussi allait partir au ciel et qu'elle n'allait pas revenir? C'est venu petit à petit. C'est vrai qu'elle a été hospitalisée pendant longtemps. Moi, j'ai été mise chez une nourrice. Vous pouviez en parler avec quelqu'un autour de vous? Vous aviez une tante? À l'époque, non. À l'époque, non, parce que je pense qu'on considérait une enfant... j'étais une enfant qui jouait, qui s'amusait. J'ai été élevée, chez ma nourrice où il y avait d'autres enfants. Bon, j'étais contente d'aller voir ma maman à l'hôpital, quand je pouvais aller la voir, et c'est tout. Mais de parler de la mort de ma maman, non, je n'en ai jamais parlé à personne. Vous en avez parlé avec un curé de manière assez feutrée, tout dans le non-dit, si j'ose dire. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé pour que cet homme vienne vers vous? C'est-à-dire que le jour où j'ai pu vivre à nouveau avec ma maman, parce que pendant 3 ans, j'ai vécu constamment chez ma nourrice, qui était ma maman Blédine d'ailleurs, parce qu'à l'époque... Vous l'appeliez comme ça? Je l'appelais comme ça parce qu'il y avait une publicité, la Blédine est la seconde maman, et c'était vraiment ma seconde maman. Et donc, le jour où j'ai pu vivre avec ma maman à Nyons dans la Drôme pour sa santé, on a été toutes seules. J'étais toute seule avec maman qui était très malade. Et c'est vrai que c'était pour moi... j'étais ravie, mais en même temps, c'était extrêmement lourd. Et un prêtre venait la voir régulièrement, puisqu'elle ne pouvait pas aller à l'église. Et à lui, j'ai pu en parler à l'occasion, parce que ma maman lui a dit... elle a perdu son sourire, elle ne joue plus, il faudrait voir à l'occasion, savoir ce qu'il y a. C'est cet homme-là? Oui, c'est lui, oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit, ce monsieur? Eh bien, il m'a dit, viens me voir, et ça n'a pas l'air d'aller. Et à ce moment-là, alors c'est lui qui me l'a raconté, parce que c'est quelque chose que j'ai complètement aboli de ma mémoire. Je lui ai répondu, j'ai très très peur que ma maman meure, et il n'y a personne vers qui, surtout la nuit, je dis, moi je suis toute seule, et je devais avoir à peu près 9-10 ans,
Et il m'a dit, bah, écoute, moi je suis là, viens, je vais te montrer. Il m'a montré la sonnette de la cure et il m'a dit, là maintenant tu peux sonner, moi je viendrai à toute heure du jour ou de la nuit si tu es toute seule. Ça vous a réconforté de savoir qu'il y a quelqu'un qui oui. veillait sur vous? Tout à fait. Ouais. Vous aviez quel âge quand votre maman est partie? J'avais 12 ans. Elle avait tout organisé en fait avant sa mort afin que vous ne retrouviez pas livré à vous-même. Bravo, parce que ça doit être quelque chose quand même quand on a perdu son mari, quand on est malade, de pouvoir commencer à parler d'après soi, après soi. À qui a-t-elle demandé de prendre soin de vous lorsqu'elle disparaîtrait? Elle a demandé à son frère, qui était mon parrain. Donc, et apparemment, donc moi j'étais pas du tout au courant. Hein. Ça a été apparemment une décision elle est allée les voir, je crois, le jour où, après que mon père soit décédé, étant donné qu'elle était malade, elle se savait perdue de toute façon. Elle pensait même mourir dans les 1 ou 2 ans qui suivaient. Elle a vécu 6 ans en s'accrochant. Et vous, Christiane, vous étiez là à ce moment-là? Oui, bien sûr. Hein. C'est là où elle a demandé à mon mari... Le parrain? Voilà. Si je pars, est-ce que vous pourrez la prendre, étant donné qu'il y avait déjà les problèmes avec son papa? Vous aviez quel âge à l'époque, vous? 18 ans. Comment vous avez réagi à cette responsabilité soudaine? Ça m'a jamais fait peur. Parce que... Vous l'avez dit oui? Parce que François, je l'ai connu toute petite, j'avais 15 ans, quand je l'ai vu passer la première fois dans son landau. C'est bizarre la vie parce que c'est vrai que... Pourquoi j'ai fait attention à cet enfant? J'étais dans une école et j'étais à l'école avec une de ses cousines, Germaine. Puis elle me dit, tiens, c'est ma tante avec sa fille. Et voilà. Et un an et demi après, ben, j'ai vu passer le frère de sa maman. Ça a été le coup de foudre. Et voilà, et on s'est mariés, donc j'avais 18 ans, mon mari avait 24 ans. Je précise qu'il a perdu son papa à 8 ans et sa maman à 24. Et quand Mado nous a demandé, sa maman, donc, de prendre Françoise... C'est un moment incroyable quand même. J'ai jamais eu peur parce que Françoise, tout le temps où avec mon mari on est sortis ensemble, Françoise elle était toujours sur mes genoux, tout le temps. Hein, c'est vrai. Ah oui. Et comme quoi. Il y avait quelque chose, il y avait une affinité et c'est vrai que bon, j'attendais un bébé quand j'ai su que quand elle nous a demandé de prendre Françoise s'il lui arrivait quelque chose, ce bébé je l'ai perdu à la maternité. Et c'est vrai que j'ai perdu ce bébé. Après, je me suis retrouvée enceinte. Je l'ai perdu à nouveau. J'ai enfin eu Géraldine, qui avait 6 ans, quand Françoise est arrivée chez nous. En fait, votre maman est partie plusieurs années après avoir posé cette question de savoir... Les médecins pensaient qu'elle ne vivrait pas longtemps. Et finalement, elle a lutté et elle a réussi à tenir 8 ans. Ce qui nous a permis, nous, parce que... Le courage, hein, en organisant toute la suite, tout ça, dans votre dos. Ah, oui, vous devez avoir une image de votre maman aujourd'hui. Ah oui, quelque chose, hein. Tout à fait, oui. Vous avez donc assuré l'éducation de cette petite fille à l'âge de 26 ans, Christiane. Voilà. Quel souvenir vous gardez de l'arrivée de Françoise dans votre famille à 12 ans? Alors, c'est vrai que je travaillais à l'époque en usine. Et un jour, je suis revenue et mon mari était là. Je ne comprenais pas, je le reverrais tout le temps. Et il m'a dit, c'est fini, il faut qu'on prenne Françoise. Je me suis arrêtée net. Et voilà, et ça s'est fait, c'est tout. Je sens tout, attendez. J'ai jamais eu peur. Est-ce que votre nièce est devenue votre propre fille en quelque temps? Alors, je dis souvent, et je le dis et je le répète, et je pense que tu es d'accord avec moi, j'ai mes enfants, puisque j'ai Géraldine qui a 38 ans, j'ai Ghislain qui a 30 ans, qui est un peu son gamin, on va dire, hein, c'est vrai. Et... Vous avez quel âge? J'ai 42. Ah oui, en fait moins. Voilà. Et j'ai Françoise. Voilà, donc je rêvais d'avoir 3 enfants, puisque j'ai perdu tous ces enfants. C'est vrai que Françoise a remplacé quand même quelque chose par rapport à ce que j'ai vécu. Quoi. Voilà. C'était il y a 30 ans tout ça, hein. C'est loin et pourtant ça laisse des traces d'émotions qui sont encore très vives aujourd'hui. Tout à fait. Et j'ai même pas 42, j'ai 44, comme quoi oui, je veux pas vieillir. Ça se voit encore moins donc. Stéphane, lorsqu'un enfant perd ses 2 parents en même temps ou l'un après l'autre, que se passe-t-il concrètement dans les jours qui suivent et les semaines qui suivent? Comment on décide où l'enfant va être placé, qui va l'élever?
Ouais, dans les faits, c'est vrai que c'est la famille les plus proches, souvent, qui prennent les choses en charge. Et puis, rapidement, un juge des tutelles réunit les membres de la famille. Un conseil de famille? Conseil de famille. Alors, c'est vrai que la loi a changé depuis une dizaine d'années. Avant, les choses étaient extrêmement rigides, c'est-à-dire qu'il fallait tant de membres de la famille paternelle, tant de membres de la famille maternelle. Enfin bon, c'était très, très codifié. Des voisins aussi, je sais pas quoi, voilà. Un peu de proximité. Alors, aujourd'hui, le juge a plus de souplesse pour convier un peu qui il veut. Il peut également convier effectivement des amis de la famille, et on va de plus en plus aussi vers une participation de l'enfant. Quand c'est possible, l'enfant finalement peut exprimer aussi ses desiderata. Donc il y a un aspect un peu plus souple et presque plus démocratique. Mais c'est vrai que les jeunes enfants ont besoin de savoir rapidement qui va s'occuper d'eux. C'est une angoisse très forte, mais même avant que les parents meurent. Enfin, moi, tous les enfants que je vois, à un moment ou à un autre, s'angoissent de l'idée de la perte de leurs parents, mais s'angoissent finalement de l'idée d'être seuls. Et c'est important, ils ont souvent besoin de savoir, finalement, et si mes parents décédaient, qui s'occuperait de moi? Il faut que les parents répondent aux questions ou prennent les devants sur ce sujet? Oui. Alors c'est vrai que c'est délicat pour les parents. À quel âge un enfant prend conscience de la vie et de la mort? À partir de 5 ans, il peut commencer à prendre conscience que ses parents vont disparaître. Et là, ça peut être très, très angoissant. C'est souvent un peu plus tard. Alors, il faut que les parents prennent les devants vers 5-6 ans et disent à leur enfant, tu sais, si jamais, etc. Moi, je le voilà comment ça va se passer pour toi. Oui, moi je conseille, mais on dit aussi, de toute façon, on n'a pas du tout l'intention de mourir. Si jamais par malheur on mourrait, eh bien voilà, qui s'occupera de toi? Et ça, on ne laisse pas un enfant dans l'incertitude, en tout cas. Voilà, et ça soulage terriblement l'enfant, ça. Qu'est-ce que ça change pour un enfant que ses parents aient préparé la suite? On ne parle pas d'accident, évidemment, mais là, on parle de longues maladies. C'est très important pour l'enfant parce que du coup, il y a une continuité. C'est comme si finalement ses parents, tout en étant morts, continuent d'assurer d'une certaine manière sa protection et assurent comme des paravents et finalement continuent de le mener sur la route. C'est un peu la fonction des parents. Donc c'est effectivement rassurant. L'idée qu'on veille sur soi, qu'ils continuent à veiller sur nous. Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup pour vos témoignages. On parle de résilience pour les enfants qui ont souffert d'un traumatisme fort. Je crois que ce terme s'applique parfaitement à nos invités d'aujourd'hui. Tous nos invités ont montré que malgré l'épreuve d'avoir perdu leurs parents, ce qui est le plus terrible, ils ont réussi à construire leur vie d'adulte. Et quels adultes? Je suis sûr que Mathieu deviendra lui aussi un grand garçon. Je te souhaite en tout cas de belles fêtes de Noël à vous aussi, Stéphanie, et à tous nos invités. Merci à vous tous, à bientôt.